restez encore avec nous parce qu'on a un panel de clôture de cette matinée absolument exceptionnel qui a pour thème 3-0, mais en réalité on s'est réveillé dans le monde de 007 avec un monde bipolaire, fragmenté, et pour reprendre les mots du très grand poète français Kev Adams, on s'est couché avec le Covid. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans la 3e guerre mondiale? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi un panel assez exceptionnel qui combine la fougue et l'enthousiasme de la jeunesse, la hauteur de vue et la sagesse de l'expérience, venant du Nord et du Sud. Et je vais très vite entrer dans le vif du sujet parce que, comme vous le savez, on est contraint par le temps et le président Richard doit nous quitter dans une quinzaine de minutes, donc je vous ferai parler très tôt. Mais j'ai envie de commencer par vous, Amina Zarknouf, parce que vous êtes... une voix, un visage qui s'est révélé à l'automne dernier face à Jupiter en personne. Vous avez interpellé le président Macron sur les questions de transfert d'argent. Et j'aimerais vous faire réagir en 1 minute sur quelque chose qui nous touche particulièrement, nous, Africains. On a vu ce mouvement d'empathie exceptionnel, inédit en Europe face à l'afflux de migrants ukrainiens. Pour beaucoup d'entre nous, ça nous a rappelé des souvenirs un peu douloureux lorsque d'autres migrants et d'autres réfugiés devaient arriver en Afrique. Comment vous réagissez à ça? Écoute, déjà, merci beaucoup pour cette introduction du moins lumineuse. La réalité est que je comprends et ça ne me choque pas qu'on ait une forme de compassion à géométrie variable. Je pense que c'est de la forme de la nature humaine, qu'on se reconnaisse dans des visages, qu'on puisse aussi se dire que ça pourrait véritablement être nous. Donc je n'irai pas blâmer les citoyens d'avoir ressenti quelque chose de plus fort en voyant des gens qu'ils ont considérés comme eux. Par contre, je blâme les pouvoirs publics d'avoir montré aujourd'hui qu'ils étaient capables de faire mieux en 2015. Qu'en fait, une autre voie était possible, une autre façon d'accompagner ces migrants était possible. Donc, c'est pas tant les citoyens qu'il faudrait blâmer aujourd'hui. C'est les pouvoirs publics qui nous ont montré qu'on aurait pu mieux faire. Et que du coup, on méritait peut-être un petit peu mieux, et peut-être autant que ce que les Ukrainiens ont, avec évidemment toute la compassion et toute la force et tout le soutien que je peux avoir pour eux. Mais on vient de prouver par l'exemple qu'on sait faire ça correctement, qu'on ne nous reprenne plus à faire ça à moitié. Wow. Président Richard, je me tourne vers vous. Alors, vous êtes un acteur emblématique à la fois dans le secteur public, dans le secteur privé. Et en plus, vous êtes un fin connaisseur des crises, puisque vous avez été dans cette tour de contrôle de la crise mondiale qu'est Bercy dans des années très difficiles. Et dans ces moments où on compte plus les nuits sans sommeil, les cafés, les cigarettes et les navettes fluviales pour pouvoir remonter à l'Élysée pour donner des réponses pragmatiques à des problèmes urgents. J'aimerais, pour démarrer le propos avec vous, vous dire une citation de Fernand Braudel, qui a été le parrain, je pense, ou le nom de votre promotion à l'ENA. « Je crois l'humanité plus qu'à moitié ensevelie dans le quotidien. D'innombrables gestes hérités, accumulés, pêle-mêle, répétés infiniment, nous aident à vivre. » Alors, vous êtes à la tête d'Orange, qui a une empreinte africaine très importante, je crois autour de 130 millions de clients. Comment est-ce qu'on fait pour transformer ce grand groupe à dimension mondiale en dancing elephant? La technologie a besoin d'investissement, elle est énergivore, elle a besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir installer les systèmes, installer les tuyaux. Comment est-ce que vous faites pour à la fois grandir et en même temps être plus frugal en termes d'environnement? Il faut beaucoup de volonté et beaucoup de constance. Nous sommes, nous, une industrie qui est à la fois très intensive en investissement. Vous citez les 130 millions, c'est plutôt 150 d'ailleurs aujourd'hui. Millions de clients en Afrique, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement chaque année. Donc beaucoup d'investissements, ce sont des temps longs, ce sont des infrastructures qui sont de plus en plus critiques pour les pays dans lesquels nous sommes. Et donc pour infléchir un peu la trajectoire de ce paquebot, hein, vous dites un éléphant, je préfère peut-être le terme de paquebot, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de constance, il faut mettre en accord, je dirais, c'est les décisions qu'on est amené à prendre tous les jours par rapport à quelques caps simples. Nous, pour ce qui nous concerne en Afrique, on a un premier cap qui est celui du développement. Dans les 10 dernières années, on a doublé de taille en Afrique. On se développe parce que c'est notre vocation d'entreprise, mais aussi parce que ce que nous faisons, je crois, est vraiment une opportunité historique pour ce continent africain de régler un certain nombre de problèmes, de sortir
d'un état d'extrême pauvreté dans certains pays, d'accéder plus facilement à toute une série de services essentiels pour le bien-être des populations, peut-être aussi de faciliter la transition vers la démocratie, il y a encore du boulot. Bref, le numérique change la donne en Afrique, beaucoup. De faire de l'inclusion à travers la finance mobile, par exemple. Et donc cette idée d'utilité finalement de ce que nous faisons, elle est très importante pour nous. Maintenant, pour répondre directement à votre question, oui, les télécoms doivent être, à mon sens, un contributeur, mais aussi un élément de solution par rapport aux défis climatiques et aux défis de l'inclusion en général. Le défi climatique, parce que nous sommes une industrie énergivore, alors beaucoup moins que d'autres. Le numérique au niveau mondial, c'est 3% des émissions de CO2. L'ensemble de l'industrie et des transports, c'est plus de 40%. Bon, ceci étant dit, oui, les data centers ou les éléments de réseau télécom, ça consomme de l'énergie. Nous sommes engagés, nous, chez Orange, depuis plusieurs années, dans un programme de construction d'alimentation électrique par la voie du solaire, que nous faisons soit directement en investissement dans des centrales solaires. Par exemple, en Jordanie, c'est pas l'Afrique, mais c'est pas très loin. On a aujourd'hui une centrale solaire. Nous avons investi, nous, dans une centrale solaire, 50 millions d'euros, qui fournit la totalité. Donc en fait, vous remontez dans la chaîne. On remonte dans la chaîne. Oui, parce que, alors, on le fait avec des partenaires toujours, hein, mais on voit bien quand même qu'il faut à un moment que les grands consommateurs, comme nous, on aille un peu plus loin que simplement essayer de susciter la création de cette offre. Il faut qu'on y participe directement. Donc on a investi, nous, 50 millions d'euros en Jordanie, par exemple, pour construire une centrale solaire qui produit de quoi alimenter la totalité du réseau d'Orange en Jordanie. On est le plus gros opérateur dans ce pays. On va faire la même chose au Mali. Au Libéria, on a 75% de nos antennes mobiles qui sont alimentées par du solaire. Voilà, donc on a tout un programme, je dirais, c'est qu'un exemple, hein, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Nous pouvons, je crois, vraiment apporter une contribution importante au zéro carbone. On a l'objectif, d'ailleurs, nous-mêmes, d'être zéro carbone en 2040, au total, pour le groupe. L'autre grand cap, c'est celui de l'inclusion. L'inclusion, et pour en dire un mot rapide, il y a beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui exclus du numérique. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est pas à cause des réseaux qui sont exclus du numérique. Il y a encore, bien sûr, des problèmes de couverture. Mais l'essentiel des personnes qui sont exclues du numérique, notamment en Afrique, le sont parce qu'ils n'ont pas de terminaux, ou terminaux accessibles, ou ils le sont aussi parce qu'ils n'ont pas, je dirais, le minimum de compétences, de capacité à devenir un peu des citoyens du numérique. Ce n'est pas d'ailleurs un problème uniquement en Afrique, c'est un problème mondial. Je rappelle qu'en France, il y a plus de 10 millions de personnes qui disent ne pas savoir écrire ou envoyer un mail. Vous voyez, donc ce problème de l'exclusion du numérique, il n'est pas spécifique à l'Afrique. Mais en tout cas, il est évidemment plus fort en Afrique. Et donc nous avons engagé beaucoup d'actions pour apporter des modules de formation aux Africaines et aux Africains. Et on le fait dans une dizaine de lieux qu'on a créés en Afrique. C'est au total maintenant près de 100 000 jeunes qui sont passés par ces lieux, entièrement gratuits bien entendu. Ça c'est pour vraiment leur donner, je dirais, les compétences de base pour utiliser un PC, utiliser un smartphone, etc. Et puis on a beaucoup investi aussi pour pouvoir proposer en Afrique un smartphone à $30. Vous voyez, c'était un objectif qui était quand même assez ambitieux. Parce que le coût du terminal est une barrière majeure, évidemment, dans beaucoup de pays. Donc on a aujourd'hui un terminal qui vaut effectivement, enfin qui est vendu à $30 et qui permet d'accéder aux services de base de l'Internet. 80% de l'Internet en Afrique passe par les mobiles. Alors justement, puisque vous m'avez interdit de parler d'éléphant, je vais adresser l'éléphant qui est dans la pièce. Comment est-ce qu'on fait tout ça en même temps, en étant une entreprise tricolore, une entreprise française, engagée en Afrique, et qu'il y a en Afrique ce mouvement irrépressible de demande d'un partenariat d'égal à égal avec le continent européen? Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer ces deux temporalités, cette envie de l'Afrique d'avoir beaucoup plus des partenaires que des entreprises, des multinationales occidentales, pour faire court? Comment est-ce que vous africanisez en fait votre démarche? Vous savez, nous, on est un secteur particulier parce que d'abord, on est très ancré quand même dans la réalité des pays. On a beaucoup de partenaires locaux, souvent des États. L'État sénégalais est actionnaire de notre filiale au Sénégal, l'État ivoirien en Côte d'Ivoire. Par exemple,
On représente, nous, en termes de contribution au développement de ces pays, un poids considérable. Je prends encore le cas du Sénégal. Ce que Orange paye sous diverses formes de dividendes, de taxes, etc. au Sénégal, c'est plus de 10% du PIB. Bon, donc je ne crois pas qu'on puisse dire, quand on regarde nos chiffres, et ce qu'on fait concrètement, je parlais des investissements, 1 milliard d'investissements chaque année dans ces pays africains, on est, grâce au ciel, pas vraiment perçus comme des entreprises coloniales ou des comptoirs qui arrivent pour essayer de piller des richesses locales. On a 20 000 salariés. Justement, comment on va plus loin? Comment on organise le partenariat pour les générations futures? Ce partenariat, pour moi, il passe d'abord par une première chose qui est de ne pas être un groupe français présent en Afrique, mais d'être un groupe aux racines françaises, mais un groupe africain. C'est dans ce sens que j'ai pris, par exemple, ces dernières années, 2 décisions importantes. Une qui a été de mettre le siège d'Orange en Afrique, en l'occurrence au Maroc. Et une autre décision qui est peut-être symbolique, mais qui en même temps... elle est symbolique pour les Africains, mais elle correspondait à un choix mûri et le choix d'une personnalité exceptionnelle, qui est de nommer un Africain à la tête de l'Afrique. Ça, c'est la première fois. C'est loin d'être symbolique. Pour nous, Africains, c'est très important. Moi, je pense que c'est important. Alors, je dis ça, pourquoi je dis ça avec une certaine retenue? Parce que je n'ai pas fait ça pour envoyer un symbole politique. C'est pas un totem. Ça a fait partie, bien sûr, de mes réflexions. Je l'ai fait parce que j'ai eu la chance d'avoir dans mes équipes un homme, Aliou Ndiaye, en l'occurrence, un Sénégalais, qui est un dirigeant remarquable, qui aurait pu réussir n'importe où dans le monde. Il se trouve que, il est aussi très engagé sur l'Afrique. Et toute l'équipe de direction d'Orange Middle East and Africa, pas toutes, mais enfin 90% de cette équipe est africaine. Donc pour moi, c'est très important aussi de se comporter de cette façon-là. Après, il y a d'autres volets. On a des fondations dans tous nos pays africains qui sont très engagées dans tout un tas d'actions. Je reste personnellement quand même très attentif à ça, voyez, parce que je vois ce qui se passe de temps en temps au Maroc, par exemple, où il y a régulièrement quand même on peut le comprendre, des réactions un peu vives contre aussi certaines marques ou certaines entreprises françaises. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, extrêmement attentif, parce qu'on est toujours un petit peu à la limite. Et moi, je crois que, au fond, si les Africains ont le sentiment d'avoir des entreprises d'origine française qui apportent beaucoup dans leur pays, qui investissent beaucoup, qui sont là dans la durée, qui forment des jeunes, des Africains, dont les élites, dont les équipes dirigeantes sont africaines, qui ont des fondations très actives sur le terrain, oui, je pense que dans ces conditions-là, on peut rester dans le temps, on peut apporter beaucoup à l'Afrique et en même temps apporter beaucoup à nos entreprises. Parce qu'on a des belles opérations en Afrique, on a de la croissance, on est profitable. Et c'est très important de le dire, on n'est pas des mécènes. On fait du mécénat, mais on est aussi d'abord une entreprise industrielle qui réussit bien en Afrique, qui fait de la croissance et du profit, j'ose le mot. Écoutez, Président, je sais que vous devez partir. Je vous remercie beaucoup. Si vous me permettez, juste pour pas... Je dois en fait assurer un entretien par visioconférence avec une commissaire européenne, Madame Vestager. Peut-être certains qui connaissent l'actualité d'Orange comprendront de quoi on va parler. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense que votre message principal, qui est la performance et la contribution protège, est un message qui est important pour nous qui venons du sud de la Méditerranée et qui avons besoin que soit réitéré ce message d'implication de ces grandes multinationales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je demanderai à ce que la salle vous applaudisse quand vous allez partir. Et merci d'avoir été merci d'avoir participé à ce débat. Alors, je me tourne vers vous, chère Laurence Toubiana. Vous êtes avec nous. Comme vous le savez, on est passé de l'ère du présentiel au distanciel et puis bientôt à l'ère du démerdentiel. Mais je vais m'adresser à vous, Laurence Toubiana, qui est avec nous. Vous êtes l'un des visages emblématiques de la COP 21. Vous êtes économiste, vous êtes extrêmement engagé dans ces sujets. Et on est vraiment très honorés, très fiers de vous avoir avec nous dans ce panel. Alors, n'étant pas des spécialistes, c'est à vous, naturellement, qu'on va s'adresser pour essayer de débroussailler un petit peu ce grand sujet du zéro carbone.
Laurence Toubiana, est-ce que la stratégie du colibri, où chacun doit faire sa part, chère à Pierre Rabhi, qui vient de disparaître, est encore possible? Ou bien est-ce que selon vous, maintenant, il faut qu'on passe au changement massif, au changement systémique pour pouvoir préserver notre planète? Merci de l'invitation d'abord, et désolée de ne pas être physiquement là, mais je dois partir en Pologne pour des raisons que vous comprendrez aisément dans peu de temps. Je crois que le zéro carbone, partout dans le monde, en Europe comme en Afrique et dans tous les pays, après 2 siècles fondés sur l'utilisation des énergies fossiles, c'est un changement massif et systémique. Ça ne peut pas être autrement. En même temps, la diversité des situations dans le monde, et particulièrement quand on compare évidemment la situation européenne et les situations des différents pays africains, on ne peut pas trouver de changement, enfin de divergence plus grande. Hein. La part de l'Afrique dans les émissions mondiales, c'est 4%. C'est moins de la moitié de sa part de population mondiale. Donc, on voit que vraiment les émissions par tête africaines sont extrêmement faibles. L'Union européenne, c'est l'inverse, 8,2% des émissions, mais seulement alors que la population mondiale de l'Europe, c'est moins de 10%. En même temps, le continent africain est celui qui est le plus intéressé à ce qu'on soit solide aller vers le zéro carbone, parce que c'est celui qui souffre le plus des effets du changement climatique, de la désertification, des événements météorologiques majeurs, à la fois progressifs, on n'a qu'à regarder la situation du lac Tchad, comme au contraire des éléments plus brutaux. Et l'Afrique, ces jours-ci, depuis plusieurs mois même, est en train de souffrir d'une sécheresse majeure qui est en train de vraiment mettre en danger sa situation alimentaire. En même temps renforcée évidemment par la guerre en Ukraine et la difficulté pour partie d'avoir des marchés internationaux qui font payer très cher le prix du blé, du maïs ou d'autres produits agricoles. Vraiment, le rapport du GIEC a montré que l'Afrique est le continent le plus touché. Et en même temps, c'est déjà le continent le plus touché par la pauvreté. Donc, le zéro pauvreté, zéro carbone, c'est un double défi pour l'Afrique. On a en fait les émissions de l'Afrique, elles continuent à augmenter de manière constante, et c'est normal parce que en même temps, près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. 54% seulement des Africains ont accès à l'électricité, contre près de 100% en Europe et dans beaucoup de pays, y compris en développement. Et je dois dire que le zéro carbone pour l'Afrique, c'est 2 choses, me semble-t-il. D'une part, le problème de l'accès aux financements internationaux, qu'ils soient publics ou privés. Aujourd'hui, 4% du PIB de l'Afrique est dépensé pour l'adaptation au changement climatique. En même temps, l'Afrique subit des taux d'emprunt sur les marchés internationaux absolument prohibitifs. Ne serait-ce que pour les obligations, une obligation italienne, le marché c'est zéro, le taux c'est 0,2% pour une obligation à 5 ans. Je pense qu'on interpellera le ministre Kazadi sur ce sujet brûlant pour le continent. Absolument, et il va expliquer à quel point le recours aux marchés internationaux coûte cher, alors que la situation macroéconomique des pays africains est souvent meilleure et plus disons, moins endettée que beaucoup de pays européens. Donc, il y a vraiment, et aujourd'hui, le ministre nous le dira, il y a vraiment un risque de dette, de spirale de la dette en Afrique. Il me semble que aujourd'hui, le sujet du changement climatique en Afrique n'a pas connu le même degré d'appropriation parce qu'il y a eu d'autres priorités encore plus pressantes pour l'Afrique. La sécurité alimentaire, énergétique, enrayer la pauvreté et l'instabilité politique largement héritée de la colonisation. Mais alors, Laurence Toubiana, excusez-moi de vous couper, parce que comme vous le savez, on essaie d'avoir des réponses un tout petit peu plus courtes, mais je rebondis là-dessus pour avoir votre réponse rapidement. Comment on en sort ? Comment est-ce qu'on redonne du futur au présent en Afrique ? Est-ce qu'il faut vraiment un choc systémique ? Alors, il me semble que pour l'Afrique, il ne faut pas prendre le continent dans son ensemble. Il y a des différences considérables. Il y a les pays qui dépendent complètement des énergies fossiles pour leurs exportations. Afrique du Sud, Nigeria, Angola, Tunisie, et pour leur électricité. Et puis, il y en a d'autres qui ont un autre chemin de développement basé sur les énergies renouvelables. Il faut qu'on arrive à développer une industrie de l'énergie renouvelable
en Afrique, qui a un potentiel absolument extraordinaire. Il y a un rapport de l'AIE qui le dit, qui l'explique. Et il y a des pays déjà très engagés. Je pense au Kenya, au Rwanda, au Ghana, l'Ouganda, à l'Égypte ou au Maroc. Donc, c'est ce moment de révolution technologique qu'il faut permettre aux Africains d'assurer en mettant en face le soutien à leur plan d'énergie de transition. Et ça, c'est les financements internationaux, publics et privés, qui doivent soutenir ces plans qui doivent être conçus par les Africains. Et puis résoudre la question du coût du financement. Donc c'est formidable parce que vous m'aidez à faire la transition idéale. Décidément, j'ai que des invités formidables aujourd'hui. Laurent Goutard, je me tourne vers vous, Société Générale, évidemment, cette grande institution française. Et puis, vous avez fait l'ensemble de votre carrière quasiment au sein du groupe. Vous avez eu aussi le bénéfice d'avoir travaillé au Sud, puis au Nord, à l'Est également, puisque vous avez travaillé, vous avez été patron de la France, vous avez été patron du Maroc, vous avez été en République tchèque aussi, je pense. Vous êtes lauréat de l'IEP et de Paris-Dauphine. Mais alors moi j'ai envie de vous poser une question, peut-être que peu de gens vous posent. Vous, la banque, vous avez connu une triple révolution avant même cette triple contrainte. Vous avez eu la révolution du digital, vous avez la révolution des nouveaux champions du Sud, donc d'une concurrence accrue, et puis vous avez la révolution du management. Comment est-ce qu'on gère tous ces nouveaux entrants dans le domaine de la banque et comment est-ce qu'on fait du service autrement? Comment est-ce que vous faites pour réparer le moteur du Boeing Bank alors que l'avion est en plein vol? Comment est-ce que vous arrivez à faire face à ces trois contraintes du triple zéro en ayant vous-même à conduire votre propre triple révolution à l'intérieur? Alors oui, merci Abdelmalek pour cette question extrêmement fouillée. Alors oui, on est dans une révolution très forte et on change complètement les paradigmes sur le continent africain, comme on vient de le dire. Déjà, le paysage concurrentiel a complètement changé. Majorité, il faut le dire, la majorité des grandes banques internationales sont sorties d'Afrique. On est quasiment le dernier des Mohicans dans un certain nombre de pays. On le fait. Et les nouvelles sont africaines. Et on a effectivement de très bons compétiteurs panafricains, marocains, sud-africains, venant du Nigeria, Ecobank. Bon, nous, on continue à croire à l'Afrique. On a une histoire, une passion pour ce continent. On le fait avec des banques locales, enracinées dans leur environnement, qui sont aujourd'hui aux 2/3 dirigées par des managers locaux, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, et on va continuer. Mon adjoint direct, Georges Vega, camerounais, dirige aussi à partir d'Abidjan. Donc, on continue à avoir ce modèle extrêmement fort. Et on fait face aussi à de nouveau une concurrence extrêmement forte des fintechs, des telcos, par exemple d'Orange. Tout ça nous amène à nous transformer. Deuxième changement, effectivement, c'est le digital. Alors, c'est paradoxal de dire ça en Afrique quand on voit encore la puissance du cash, mais il y a un foisonnement de l'innovation, de la créativité. On a 4 labs à Alger, à Casablanca, à Dakar, à Tananarive. Je suis toujours impressionné quand je vois la rapidité, le time to market avec lequel ils nous sortent des solutions. Et c'est vraiment un élément, et ça rejaillit sur toute la relation avec les clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et ça va très vite. Et ça, c'est vraiment une force totale. Et puis le dernier sujet qui alors va aussi être en train de complètement transformer l'environnement, c'est ce que disait Laurent Subiana juste avant, c'est finalement la RSE et l'obligation qu'on a aujourd'hui, c'est même un impératif, c'est une raison d'être d'intégrer cette dimension sociale et environnementale dans le pilotage de nos activités. Je dirais même, sans ça, il n'y a plus de sens. C'est pas du greenwashing. Non, c'est pas du greenwashing. On est pour 2 raisons. La première, c'est que en tant que banquier, on est bien entendu intéressé pour accompagner et trouver ces solutions. Moi, par exemple, en Afrique, je vois oui, on a parlé tout à l'heure dans la vision churchillienne des challenges et des opportunités. Bah oui, il y a des challenges. On a pris des engagements. On est membre fondateur de la NZBA, Net Zero Banking Alliance, pour la neutralité carbone 2050. Il faut voir comment on applique ça en Afrique. C'est pas facile. Mais en même temps, on a énormément de projets aujourd'hui. On a financé la première centrale solaire à Madagascar, Green Yellow. On a l'année dernière émis le premier bond Green Bond pour l'État du Bénin. Et on travaille sur des tas de projets d'hydrogène vert. Alors qu'est-ce que vous, sur ce point particulier, qu'est-ce que vous répondez à Laurence Toubiana qui vous dit le coût du risque il est trop cher en Afrique?
Est-ce que vous, les banques et ceux qui donnent de la dette, l'estiment mal? On parlait, enfin, on prenait des comparaisons avec la Banque Centrale Européenne, qui est quand même un petit peu particulière, parce que si les taux sont très bas en Europe, c'est que la BCE a injecté des centaines de milliards pour soutenir l'économie. Donc je pense que le sujet, il est réel, mais il faut aussi qu'on travaille sur la durée et qu'on avance. Moi, peut-être, je ne sais pas si c'est maintenant le moment de parler des PME, mais je voulais aussi dire un mot là-dessus, parce que elles sont vraiment au cœur de notre action en Afrique. Elles sont au cœur de l'exclusion. Oui, elles sont. C'est un sujet de fond. Alors, j'entendais tout à l'heure qu'on était interpellé sur le financement des PME. Alors, ça fait 36 ans que je suis à la Société Générale, en France, en République Tchèque, au Maroc, partout. J'ai toujours entendu ça. Et sans doute que c'est vrai en partie. Et qu'on doit en tout cas s'inspirer de ce message. En revanche, je peux vous dire, nous, ce qu'on fait aujourd'hui sur les PME en Afrique. Je vois Amina qui trépigne, je la relancerai tout à l'heure là-dessus. Il y a deux choses. Les PME, pourquoi c'est clé? C'est parce qu'il y a 500 millions d'Africains qui vont arriver sur le marché du travail d'ici 2050. Et pour trouver des jobs, des emplois, un futur à ces Africains, c'est les PME. C'est pas les grands groupes. Faut être très clair. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses. D'une part, on a décidé de doubler nos financements annuel, c'est en crédit d'investissement, je ne parle pas des crédits de fonctionnement, passer 400 millions d'euros à 800 millions d'ici 2025, avec des engagements très clairs, et je vous dis, beaucoup de projets à dimension énergétique, transition énergétique là-dedans, et comme ça ne suffit pas, parce que c'est pas seulement une question de financement, c'est aussi une question de montée en compétences, de coaching. On a créé ce qu'on appelle des maisons de la PME, on en a dans 8 pays en Afrique, et on va en ouvrir 4 autres dans les années qui viennent, et ce sont des centres dans lesquels on a rassemblé des expertises pour coacher, pour apprendre, accompagner les chefs d'entreprise à faire des business cases, quelque part à traiter avec les banquiers, à des conseils fiscaux, des conseils juridiques avec des partenaires. Et c'est quelque chose de fondamental, parce que cette mission de montée en compétences, elle est vraiment au cœur. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça donne beaucoup de sens à notre action sur le territoire. Et pour ça, le réseau est essentiel. Ah, le réseau, sans réseau, on ne peut rien faire. Sans réseau, parce que c'est la capillarité de notre réseau. À la fois en Afrique, on ne peut pas substituer ça par le digital. Il y a toujours besoin de cette présence de terrain. On peut, mais jusqu'à un certain point. À un moment ou à un autre, quand on veut étudier un dossier de crédit, un investissement avec un chef d'entreprise, il faut discuter avec lui, il faut aller le voir dans son local, il faut aller le voir dans son usine pour comprendre ce qu'il fait. On peut envoyer une vidéo, ça sera une partie de la solution, mais pour moi, ça ne suffit pas. Écoutez, merci beaucoup, Nicolas Casadi. Je me tourne vers vous. J'ai utilisé déjà mon joker avec le président Richard. J'en utilise un second en démarrant la conversation avec vous avec cette citation de l'illustre Averroès, qui est porté également le nom de votre promotion à l'École nationale d'administration en 2000. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Alors vous êtes l'un des économistes les plus emblématiques des 20 dernières années. Vous avez écrit des ouvrages très importants dans la lutte contre la corruption. Vous avez été au PNUD, vous avez été à la BAD, vous avez eu ce regard hélicoptère un petit peu multilatéral sur un certain nombre de pays. Et puis vous voilà depuis un an, les mains dans le cambouis à la tête de ce ministère des Finances de la RDC. J'ai envie de commencer par une première question très simple. Comment ça va, monsieur le ministre? Ça va très bien. La preuve, c'est que je suis là. Alors, vous êtes évidemment au cœur de toutes les attentions mondiales, vous êtes le pays le plus vaste d'Afrique et vous êtes un pays qui, sur la question de la transition énergétique, évidemment, a des défis très importants puisque vous êtes un pays minier qui a la possibilité de pouvoir utiliser des industries extractives. Donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'on résout cette équation lorsqu'on a la capacité de pouvoir accéder à des ressources de manière plutôt simple et qu'en même temps, la conjoncture mondiale vient nous dire, écoutez, il faut dépolluer, il faut moins faire de mines, il faut moins extraire d'hydrocarbures. Comment vous faites, vous qui êtes passé du continent des penseurs au continent des acteurs aussi brutalement? Eh bien, très bonne question. La chance que nous avons dans le cas de la RDC, c'est que nous ne sommes pas un grand producteur de pétrole, de fossiles. Nous sommes plutôt... Mais de minerais. Dans des minerais qui, eux, sont très utiles à la transition énergétique. Et donc, c'est plutôt l'effet inverse pour nous, de ce point de vue-là. Et donc, nous représentons l'avenir en ce qui concerne les minerais qui contribuent à la production de batteries, etc. Et d'ailleurs, nous sommes le premier producteur de cobalt, l'un des premiers de cuivre, de lithium, etc. Donc, nous avons de quoi faire en ce qui concerne les grands enjeux énergétiques du moment. Mais malheureusement, nous sommes
aussi un pays qui symbolise la difficulté en ce qui concerne l'inclusion, c'est-à-dire zéro pauvreté, parce que nous sommes un des pays aujourd'hui les plus pauvres du continent, en dépit du fait que nous sommes un des plus riches en termes de richesse enfouie dans le sol. On parle de 24 000 milliards de dollars de valeur de nos assets. Alors, comment résoudre ces questions? D'un point de vue interne, ce qu'il faut, c'est bien entendu sortir du primaire. Ça a été dit à plusieurs reprises au courant de la matinée. Produire pour exporter n'apporte aucun développement. Il faut de la valeur ajoutée. Et pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée, il faut qu'il y ait plus de capacité à transformer, plus de volonté à transformer, etc. Et pour ça, donc, il faut d'abord qu'il y ait des entrepreneurs, qu'ils soient petits, moyens ou très grands. Nous en avons quelques très grands, des grands groupes, mais pas assez dans la chaîne de valeur. Et donc, c'est le grand défi que nous avons pour le moment. Et nous avons sur la table un projet de transformation de batteries, de minerais en batterie, en composants précurseurs de batteries, qui va nous faire entrer dans l'industrie. Parce que la mine, ce n'est pas encore vraiment l'industrie, et qui va nous faire un bond énorme, pas seulement en termes de valeur ajoutée qui reste dans le pays, mais également en termes d'emploi. Parce que le secteur minier tel qu'il est aujourd'hui, c'est un des secteurs économiques qui produit le moins d'emplois. Et une étude Bloomberg a démontré qu'il était possible de produire ces batteries actuelles à 3 fois moins cher qu'on ne le ferait en Chine ou aux États-Unis d'Amérique. Et c'est une étude récente. Et donc nous avons établi un partenariat avec la Zambie, qui est également un grand producteur de minerais. J'y étais il y a 2 semaines. Et nous avons lancé déjà ce processus qui va nous conduire vers la production de batteries, plus de valeur ajoutée locale, en commençant par des précurseurs. C'est un des enjeux pour transformer, pour capter la valeur et employer davantage de Congolais. Mais il est clair que pour employer des Congolais, il faut les former. Et là, on a un grand défi. Il faut les former, pas seulement la formation de base, mais également l'entrepreneuriat, comme monsieur vient de le dire, parce que c'est le métier de demain, c'est l'entrepreneuriat. Et pour ça, nous avons un énorme défi. Nous avons commencé depuis 2019 avec la gratuité au niveau primaire, qui était inscrite dans la Constitution, mais qui n'était pas effective. On s'est lancé dedans sans être sûr d'ailleurs de pouvoir y faire face financièrement. Aujourd'hui, ça marche. On a mis plus de 4 millions d'enfants congolais dans les écoles, qui étaient dans la rue. Voilà le type de défi que nous avons. Inclusion, protection de l'environnement. Alors, un dernier mot sur la protection de l'environnement zéro carbone. Nous détenons à nous 50 à 60% des réserves de forêt tropicales du continent. Donc vous avez les terres rares et l'agroforestier. Et je peux l'agroforestier, exactement. Et donc, ces forêts, c'est un enjeu pas seulement pour nous, mais pour l'humanité tout entière, c'est clair. Et donc, l'enjeu, c'est de protéger ces forêts en stabilisant les populations aux alentours des forêts, mais en dehors des forêts. Et pour ça, il faut développer le pays, tout simplement. La protection des forêts, c'est un enjeu de développement d'abord des individus, et il faut le faire vite. Ça demande des moyens, ça demande des capacités, ça demande de la solidarité. C'est un des principaux enjeux que nous avons en ce moment. Nous avons des demandes qui ont été faites à la COP21 comme l'ensemble de l'humanité, mais très peu de résultats en termes par rapport à notre ambition. Alors, monsieur le ministre, on arrive à la fin de ce panel et avant que j'interroge Amina Zakhnouf pour clôturer cet échange passionnant, on a quand même une question parce qu'on est entre nous. Comment vous avez percuté le mur du réel quand vous arrivez pour devenir ministre des Finances de la RDC, avec tous les enjeux que cela implique, après avoir été ambassadeur itinérant, donc vous avez quand même été dans le monde politique. Ça fait quoi quand on arrive et qu'on se dit « Waouh, on a une montagne de défis en face ». Comment est-ce que vous avancez concrètement aujourd'hui pour prioriser les défis? C'est une très bonne question, mais ça me demanderait toute une journée pour vous raconter un peu comment je vis ça. Mais ma chance à moi, c'est d'avoir roulé ma bosse aussi bien dans le pays qu'à l'international et d'être capable de faire cette synthèse qui m'amène à garder les pieds sur terre. Donc mon maître mot, c'est la lucidité. Il faut être extrêmement lucide dans tout ce qu'on fait. Et puis être juste et le plus transparent possible. Et face à cette hydre qu'on présente parfois comme agissante qu'est la technostructure, comment est-ce que vous faites pour combattre justement la technostructure africaine? Eh bien, il faut oser, il faut être sûr de ce sur quoi on s'appuie en termes de soutien pour pouvoir oser.
Et il faut le faire avec intelligence. Et donc jusque-là, ça va. Amina Zarnouf, je me tourne vers vous avec une question presque similaire, mais je pense qu'il nous interpelle tous. J'ai pas eu le temps de dire la citation qui me fait le plus penser à votre action. Elle est de Frantz Fanon, un des auteurs que vous affectionnez particulièrement. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. À l'évidence, vous avez choisi de tenter de la remplir. Peut-être faut-il y voir un hommage au soleil de Marrakech, de votre ville natale. Mais une question qu'on se pose immédiatement quand on vous voit, quand on voit votre énergie, c'est comment on percute le mur du réel ensuite. Quand vous voulez lutter contre l'exclusion, on a vu énormément de volontarisme de discours, on a vu des messages très très forts, mais comment est-ce que vous comptez transformer ça en action? Comment on passe de l'incantation à l'action? Je pense que ce qu'on fait et ce dont on croit profondément chez Je m'engage pour l'Afrique, du coup l'association que je représente, c'est la persistance. C'est savoir être têtu. C'est aussi se dire que la voix de cette jeunesse est tout aussi valable, tout aussi tangible et tout aussi crédible que n'importe quelle autre voix. Et qu'au-delà de ça, il va falloir sortir de cet imaginaire commun et de cette vue de l'esprit que l'Afrique doit continuer d'être résiliente. Pour moi, la résilience, c'est un terme à double tranchant qui en réalité démontre aussi qu'elle a du courage, de la bravoure. On ne parle pas des États-Unis comme un pays résilient. On ne parle pas de la France comme un pays de résilience. On n'en parle que dans la crise. La France, depuis 24 heures, il y a le plan résilience qui vient d'être annoncé par le Premier ministre Jean Castex. Mais c'est un plan, mais il était cantonné, je crois, à l'essence à la pompe. Exactement. Mais ça, c'est encore une fois sur un moment donné de crise. Moi, ça fait peut-être 10 ans que j'entends parler d'une Afrique résiliente. Moi, j'ai envie d'entendre parler d'une Afrique excellente, d'une Afrique performante, d'une Afrique qui croit en sa jeunesse, d'une Afrique qui aussi donne les moyens à cette jeunesse. Vous parliez du financement des PME. La raison pour laquelle le financement des PME aujourd'hui en France fonctionne, c'est parce que BPI France a fait un travail extraordinaire de création et d'innovation en termes de structure et de véhicules financiers qui a permis à ces startups et à ces PME de grossir et de passer à l'échelle. Donc moi, j'attends des pouvoirs publics marocains, tunisiens, congolais. On passe à l'échelle. De passer à l'échelle et d'écouter aussi la voix de cette jeunesse. Comment on le fait avec un tissu industriel relativement étroit? Pour moi, il faut continuer à former ces nouvelles jeunesses et du coup à faire attention à ce que d'autres gens rentrent, que des gens qualifiés, que des jeunes qui justement ont envie de faire des choses, ont envie de présenter des alternatives à la façon dont on fait aujourd'hui, viennent et prennent aussi une place et occupent l'espace. Et c'est un peu aussi ça notre mission chez Je m'engage pour l'Afrique, c'est de se dire qu'on a tout autant de crédibilité à venir penser le monde autrement et que si on n'y arrive pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain, mais qu'on n'arrêtera pas tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, elle ira loin, il faut la suivre. Je voudrais vous remercier pour cet échange assez exceptionnel et puis libérer tous ceux dont l'estomac crie famine et vous souhaiter de bons échanges et une fructueuse après-midi. Merci à tous. Beaucoup. Merci.